Les forces d'opération spéciales des États-Unis englobent un large éventail d'unités hautement compétentes qui s'attaquent à certaines des missions les plus exigeantes jamais vues auparavant. Bien que de nombreuses unités des forces spéciales possèdent par des capacités exceptionnelles et aient fait leurs preuves, il n'y a que 5 unités particulières qui se distinguent des autres en tant qu'unités de mission spéciale de niveau 1 sous le commandement des opérations spéciales conjointes. Ces 5 unités opèrent dans l'ombre et ont un impact gigantesque à travers le monde tout en ne laissant pratiquement aucune trace de leur existence. Cela étant dit, quelles sont les 5 unités de niveau 1 de l'armée américaine? Que sait-on à leur sujet? Et surtout, que font-ils? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans certaines des unités d'opérations spéciales les plus hautement classifiées et secrètes de l'armée américaine. Voici les 5 unités de niveau 1 de l'armée américaine. Commençons par la Delta Force. As-tu déjà eu peur du croque-mitaine la nuit quand tu étais enfant? Eh bien, pour les ennemis des États-Unis, ils en ont vraiment un, la Delta Force. Connue pour son professionnalisme, sa discrétion et son taux de réussite des missions, la Delta Force est l'unité spéciale d'élite de l'armée américaine, toujours prête à répondre à l'appel pour les missions les plus difficiles. Bien qu'elle soit l'une des unités de premier rang les plus reconnues au sein du Joint Special Operations Command, le département de la Défense contrôle strictement les informations concernant la Delta Force, refusant de commenter publiquement cette unité hautement secrète et ses activités. Ces opérateurs travaillent sous le voile du secret, caché de l'ennemi. En tant qu'unité d'élite de lutte antiterroriste, la Delta Force a participé à plusieurs missions importantes qui ont fait la une des journaux nationaux, comme la capture de Saddam Hussein, l'assistance à l'évacuation du personnel de l'ambassade lors de l'attaque de Benghazi en 2012 et la capture du baron de la drogue El Chapo. Fait intéressant, la Delta Force porte en réalité plusieurs surnoms différents. Vous l'avez peut-être déjà entendu appeler le groupe d'application de combat, les éléments compartimentés de l'armée et le premier détachement opérationnel des forces spéciales Delta. Mais malgré les nombreux noms que porte cette unité d'élite, il y a une chose que tout le monde sait à son sujet. Vous ne voulez pas être à la réception de ce dont ils sont capables. L'objectif principal de la Delta Force est d'exécuter des missions complexes et à haut risque que les forces spéciales classiques ne pourraient pas accomplir aussi efficacement, car le Joint Special Operations Command n'a pas droit à l'échec. Ces missions sont hautement classifiées et dangereuses, et vont du sauvetage d'otages, de la lutte contre le terrorisme, des actions directes, de la reconnaissance spéciale, à la capture de cibles de grande valeur et au démantèlement de cellules terroristes. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La Delta Force et ses opérateurs sont extrêmement flexibles dans leurs capacités, et l'unité n'est pas limitée à ses missions principales. Leurs équipes sont petites, agiles et capables de se déployer rapidement partout où le Joint Special Operations Command les sollicite pour la prochaine mission. Les opérateurs de la Delta Force sont répartis dans l'un de ces 4 escadrons d'assaut, qui s'appellent respectivement Alpha, Bravo, Charlie et Delta. Chacun de ces escadrons comprend 2 groupes d'assaut d'action directe, composés de tireurs, ainsi qu'un groupe de reconnaissance et de surveillance, qui comprend des tireurs et des snipers. Fait amusant, la structure de la Delta Force s'inspire du Special Air Service britannique. De plus, chaque opérateur de la Delta Force est formé à un large éventail de compétences afin de s'assurer qu'il puisse s'adapter et réussir dans tous les environnements auxquels il est confronté. Certaines de ces compétences incluent le combat rapproché, le combat à main nue, les actions directes et le tir de précision avancé. Parce que la capacité de pénétrer rapidement, de sécuriser et de fouiller des bâtiments et des pièces est une compétence tactique essentielle pour cette unité. Donc vous savez un peu ce que le gouvernement américain vous autorise à savoir sur la Delta Force. Mais qu'en est-il de la façon dont vous pouvez intégrer cette unité? Pour commencer, la Delta Force recrute régulièrement du personnel principalement parmi les bérets verts de l'armée et les rangers de l'armée. Mais ce qui rend cette unité unique, c'est qu'elle permet à des personnes de toutes les branches de l'armée, qu'elles soient des forces spéciales ou non, de tenter leur chance. Ainsi, on peut dire que la Delta Force est comme l'employeur garantissant l'égalité des chances parmi les unités de niveau 1. La sélection pour la Delta Force est différente de toute autre sélection qui existe. Comme la plupart de ces candidats sont déjà des membres des forces spéciales avec des années d'expérience sur de multiples déploiements, ils doivent faire preuve de créativité pour tester leur détermination. La sélection pour la Delta Force dure environ 4 semaines et a lieu 2 fois par an à Camp Dawson, en Virginie occidentale.
Pendant ces 4 semaines éprouvantes, les candidats sont mis à l'épreuve comme jamais auparavant, avec divers parcours d'orientation de jour et de nuit, où ils devront marcher sur plusieurs kilomètres avec une lourde charge sur le dos. À mesure que les distances augmentent, le poids aussi, mais les délais diminuent, mais ce n'est pas seulement physique. En plus d'être déjà mis à l'épreuve mentalement par la brutalité physique, les candidats y en passent de nombreux examens psychologiques. Ils sont bombardés de questions par un panel d'instructeurs Delta et de psychologues de l'unité, et leurs réponses sont minutieusement examinées, décortiquées morceau par morceau. Cela a pour but d'épuiser mentalement les candidats. Tout cela culmine avec une marche de 64 km à accomplir dans un temps inconnu, appelé la longue marche. En supposant qu'ils n'abandonnent pas, ce n'est qu'après avoir terminé cela qu'un candidat saura s'il a été sélectionné dans la Delta Force. S'ils sont sélectionnés lors du stage de 4 semaines, les candidats disparaîtront alors des radars, communiquant à peine avec quiconque de l'extérieur pour suivre la formation d'opérateur de 6 mois. L'Operator Training Course est la phase finale en constante évolution du parcours de la Delta Force. Ici, vous pouvez vous attendre à être formé à une variété d'armes légères, ainsi qu'à des rôles spécialisés comme les armes de soutien, le tir de précision et l'observation. Le cours comprend également une école de parachutisme avancée, une formation au combat rapproché, aux démolitions, aux techniques de métier et aux tactiques de protection des Very Important Persons. Après l'Operator Training Course, un nouvel opérateur de la Delta Force, fraîchement diplômé, intégrera une équipe et commencera à se préparer pour sa première mission. Pour mettre cela en perspective et montrer à quel point cette sélection est difficile, un opérateur de la Delta Force a un jour déclaré que seulement 12 à 14 candidats avaient réussi sur un groupe de 120 postulants, ce qui est absolument fou. Rappelez-vous, ces chiffres ne reflètent pas des gars ordinaires qui se présentent à la sélection. Ce sont principalement des opérateurs des forces spéciales ou ceux que la Delta Force jugeait dignes d'avoir une chance. Avec la Delta Force couverte, passons à la prochaine unité de mission spéciale de niveau 1, l'équipe Sea, Air and Land 6 de la marine américaine. L'équipe Sea, Air and Land 6, officiellement connue sous le nom de Naval Special Warfare Development Group ou Naval Special Warfare Development Group, pour faire court, n'a pratiquement pas besoin d'être présentée. Des missions très médiatisées faisant la une des journaux nationaux, aux superproductions hollywoodiennes et aux livres à succès, l'équipe Sea, Air and Land 6 est devenue un nom familier. Mais malgré leur notoriété, comme vous l'apprendrez avec n'importe quelle unité de niveau 1, de nombreux détails précis concernant Naval Special Warfare Development Group sont classifiés et inconnus du grand public. En tant que principale unité antiterroriste de la marine américaine, l'équipe Sea, Air and Land 6 est littéralement la définition de l'élite, car cette unité est composée de Sea, Air and Land S, sélectionnées parmi les équipes Sea, Air and Land existantes. Comme on peut s'y attendre d'une unité de mission spéciale de niveau 1 au sein du Joint Special Operations Command, ils sont employés dans tout le spectre des opérations. Le Naval Special Warfare Development Group est spécialisé dans des domaines tels que l'antiterrorisme, les actions directes, la libération d'otages, l'extraction de cibles de grande valeur, la lutte contre la prolifération, la reconnaissance spéciale et bien d'autres choses encore. Mais il y a deux choses qui distinguent l'équipe Sea, Air and Land 6 des autres unités de niveau 1, ses capacités maritimes et de saut en chute libre. Ce n'est un secret pour personne que les Navy Seals sont connus pour leur talent dans l'eau. D'ailleurs, même leur nom fait littéralement référence à un animal aquatique. Mais quand vous rassemblez les meilleurs Navy Seals dans une unité de niveau 1, vous pouvez être certain qu'ils porteront leurs compétences et leur expertise maritime à un niveau supérieur. De plus, les opérateurs de l'équipe Sea, Air and Land 6 passent beaucoup de temps à perfectionner leurs compétences en chute libre, ou plus précisément, les sauts High Altitude Low Opening et High Altitude High Opening. Alors que la plupart des membres des forces spéciales reçoivent une formation en chute libre, l'équipe Sea, Air and Land 6 porte ses compétences à un autre niveau. La maîtrise de la chute libre nécessite beaucoup d'entraînement et de pratique au départ, mais il était connu qu'ils consacrent beaucoup de temps et de ressources pour s'assurer de pouvoir mener ce type de mission avec la plus grande précision. Par exemple, lors de la traque d'Oussama Ben Laden, l'équipe Sea, Air and Land 6 avait toujours une troupe d'assaut en attente, prête à effectuer un saut High Altitude High Opening au Pakistan pour le neutraliser ou le capturer. Mais comment l'équipe Sea, Air and Land 6 est-elle structurée pour accomplir sa mission ? En tout, il y a 6 escadrons au sein de l'unité, chacun ayant son propre objectif et sa spécialité. 4 des 6 escadrons sont des escadrons d'assaut, c'est là que sont placés les opérateurs. Pour les escadrons d'assaut, il y a l'escadron rouge, connu sous le nom de la tribu ou les hommes rouges, l'escadron bleu, connu sous le nom des pirates, l'escadron argent, qui utilise un mélange des insignes des autres escadrons, et l'escadron or, connu sous le nom des chevaliers ou des croisés. Chacun de ces escadrons est divisé en 3 groupes de SEAL, et les groupes sont divisés en équipes encore plus petites. Chaque opérateur de DevGru joue un rôle spécifique dans ces équipes.
Ensuite, il y a les escadrons gris et noirs qui sont les escadrons de soutien. L'escadron gris est connu sous le nom de Vikings et se compose de plongeurs et de personnel formés à conduire les véhicules personnalisés utilisés par l'équipe Sea, Air and Land 6. Et enfin l'escadron noir qui mène des opérations de reconnaissance, de surveillance, d'espionnage et des opérations de forces avancées. Après avoir abordé la mission et la structure de l'équipe Sea, Air and Land 6, passons maintenant à son processus de sélection. La sélection du Naval Special Warfare Development Group est connue sous le nom d'équipe verte. Contrairement aux autres unités de niveau 1, cette sélection est uniquement réservée à une seule communauté, les Navy SEALs. Mais pas n'importe quel Navy Sea, Air and Land. Seuls les membres d'équipe les plus performants, qui sont en excellentes conditions physiques, sont invités à tenter leur chance pour la Sea, Air and Land Team 6. En général, ils auront effectué plusieurs déploiements et auront plus de 5 ans d'expérience dans les équipes. Le processus de sélection de la Green Team a lieu une fois par an et dure environ 6 mois. Ces candidats, qui, je vous le rappelle, ont déjà réussi l'un des processus de sélection militaire les plus difficiles au monde, doivent encore passer par une autre sélection exigeante et éprouvante. Ils sont constamment observés, scrutés et évalués par les instructeurs du DDEFGRO, subissant une pression immense. Environ 50% réussissent la Green Team et intègrent la Sea, Air and Land Team 6. Oui, vous avez bien entendu. Un processus de sélection qui élimine des personnes ayant réussi ce qui est considéré comme l'entraînement militaire le plus difficile au monde affiche un taux d'attrition de 50%. Laissez bien cela vous imprégner. On peut dire sans risque que l'équipe Sea, Air and Land 6 a solidifié sa place non seulement en tant qu'unité d'opération spéciale de premier ordre, mais aussi en tant que force de combat légendaire. Si vous appréciez notre contenu et souhaitez soutenir la chaîne, aidez-nous à atteindre notre objectif de 5000 abonnés sur Facebook. Si vous n'avez pas Facebook mais que vous souhaitez tout de même nous soutenir, pensez à contribuer sur Patreon où nous proposons des avantages vraiment sympas. Les liens vers ces pages se trouvent dans la description et dans le commentaire épinglé ci-dessous. Après avoir parlé de l'équipe Sea, Air and Land 6, passons maintenant au 24e escadron des opérations spéciales. Quand les unités de niveau 1 ont besoin d'une coordination avancée des moyens aériens, de missions de tir direct via un appui aérien rapproché, de la récupération de personnel abattu en territoire ennemi ou de soins médicaux avancés sur le champ de bataille, à qui font-elles appel ? Il s'agit du 24e escadron des opérations spéciales, la seule unité de mission spéciale de niveau 1 de l'États-Unis Air Force au sein du Joint Special Operations Command. Également connu sous le nom de Task Force White, le 24e escadron des opérations spéciales est un groupe d'élite d'aviateurs dont la mission principale est de soutenir et de permettre aux autres unités de missions spéciales au sein du Joint Special Operations Command d'accomplir leurs objectifs. La domination aérienne et le contrôle de toute zone d'opération ont longtemps été des éléments cruciaux de la doctrine militaire, en particulier lorsqu'il s'agit de missions discrètes. Le but principal du 24e escadron des opérations spéciales est de contribuer à renforcer cette doctrine et de s'assurer que la puissance aérienne américaine soit pleinement utilisée aux côtés des forces spéciales terrestres. C'est ce qui distingue le 24e escadron des opérations spéciales de ses homologues de niveau 1 car il ne s'agit pas uniquement d'une équipe orientée vers le combat direct. Il remplit également un certain nombre d'autres missions, notamment la reconnaissance d'aérodromes, la récupération et le triage du personnel, l'évaluation et le contrôle terminal d'attaque conjoint et même des actions humanitaires. Les membres qui composent le 24e escadron des opérations spéciales sont principalement des contrôleurs de combat de l'armée de l'air, des pararescueurs, des spécialistes de la reconnaissance spéciale et certains membres sélectionnés du Tactical Air Control Party. Ces aviateurs renforcent généralement les autres unités de premier ordre et s'intègrent à leurs équipes, où ils apportent toutes leurs compétences et talents uniques. Pour faire simple, on peut considérer le 24e escadron des opérations spéciales comme les agents libres des unités de premier ordre. Nous allons vous donner un exemple avec les contrôleurs de combat. Normalement, les contrôleurs de combat tactique sont souvent rattachés seuls aux équipes des opérations spéciales, car ils sont un multiplicateur de force et les seuls contrôleurs aériens certifiés sur le champ de bataille pour demander un appui aérien. Les contrôleurs de combat tactique du 24e Special Tactics Squadron reçoivent une formation supplémentaire afin de pouvoir suivre le rythme opérationnel d'une unité de premier ordre. Et croyez-nous, c'est exactement ce qu'ils font. L'histoire de John A. Chapman, un contrôleur de combat tactique du 24e Special Tactics Squadron, résume parfaitement ce que nous essayons de dire. En 2002, alors qu'il était rattaché à une équipe Sea, Air and Land, Chapman a été grièvement blessé et son équipe a été contrainte de l'abandonner. Bien qu'il ait été mortellement blessé et seul, Chapman a tenu sa position face à 2 douzaines de combattants ennemis dans l'une des actions les plus courageuses jamais vues d'un seul homme. Ses actions et son sacrifice ont sauvé 23 vies, ce jour-là, et représentent l'un des actes d'héroïsme les plus courageux que le monde ait jamais connus. Ce que vous venez de voir est la première remise de la médaille d'honneur jamais enregistrée en vidéo.
Qu'il s'agisse d'un contrôleur de combat tactique renforçant une équipe pour leur soutien aérien, d'un pararescue jumper utilisé pour ses capacités médicales ou d'une reconnaissance spéciale pour les moyens de reconnaissance, le 24e Special Tactics Squadron travaille aux côtés des meilleurs des meilleurs. Et c'est encore une autre chose qui les distingue des opérateurs des autres unités de premier rang. Non seulement ils savent comment faire leur propre travail spécifique, mais ils reçoivent aussi une formation pour être au niveau de n'importe quelle unité avec laquelle ils se retrouvent à travailler. En tant que tels, tous les membres du 24e Special Tactics Squadron sont formés à la lutte antiterroriste, aux actions directes, au sauvetage d'otages, à la contre-insurrection, à la reconnaissance spéciale et bien plus encore. Ils sont littéralement des touche-à-tout. Après avoir parlé du 24e Special Tactics Squadron, passons maintenant à la compagnie de reconnaissance régimentaire. Les Rangers de l'armée des États-Unis sont l'une des forces de combat les plus compétentes et les plus redoutables au monde. En tant que principale force de raid d'action directe de l'armée, il y a une raison pour laquelle presque tout le monde connaît leur devise « Les Rangers ouvrent la voie ». Mais que diriez-vous si je vous disais qu'au sein du très renommé 75e régiment de Rangers se trouve une unité mystérieuse et secrète qui exécute certaines des opérations les plus clandestines au monde? Il s'agit de la compagnie de reconnaissance régimentaire, l'unité de premier rang des Rangers de l'armée. La compagnie de reconnaissance régimentaire est généralement composée des meilleurs Rangers de l'armée américaine, qui sont formés non seulement à tout ce qu'un Ranger peut faire, mais bien plus encore. Les trois missions principales de l'unité sont la reconnaissance active, la surveillance et l'action directe. Cependant, dans le cadre de ces missions, elle participe également à des raids, des embuscades, des patrouilles, des opérations de démolition et des frappes aériennes directes. Malgré ses capacités de combat, le Regimental Reconnaissance Company est souvent chargé d'effectuer des missions de reconnaissance pour les autres unités de premier ordre du Joint Special Operations Command, ce qui exige un niveau supérieur de renseignement, d'analyse et de compétences afin d'assurer le bon déroulement des opérations. À ce titre, le Regimental Reconnaissance Company est fier d'être une unité de renseignement adaptable et dévouée, et il maîtrise parfaitement le renseignement humain, le renseignement d'origine électromagnétique, électronique et des communications. Chaque opérateur du Regimental Reconnaissance Company possède de nombreuses compétences hautement perfectionnées et peut même apprendre des techniques d'interrogatoire, de surveillance et de piratage informatique. Pour intégrer le Regimental Reconnaissance Company, le régiment de Rangers ne sélectionne que les Rangers les plus performants pour tenter le processus de sélection. La sélection du Regimental Reconnaissance Company est un processus en deux phases, où la première phase est conçue pour éliminer les candidats et la seconde phase vise à former et renforcer ceux qui ont réussi la première étape. La première phase du processus de sélection pour le Regimental Reconnaissance Company dure 2 semaines dans un lieu tenu secret. Les candidats effectueront de la navigation terrestre avancée sur de longues distances tout en marchant avec un sac à dos d'environ 60 à 70 livres. Chaque jour, ils peuvent facilement s'attendre à parcourir plus de 12 à 18 miles en terrain montagneux, ainsi qu'à devoir effectuer des marches rapides avec leur sac à dos. Pour couronner le tout, il y a même un événement où ils doivent marcher avec leur sac à dos sur environ 30 à 40 miles, mais la distance réelle n'est jamais révélée. Et si cela ne suffisait pas, ils passent même par une série d'évaluations psychologiques, d'entretiens, et doivent réussir devant un comité d'examen pour passer à la phase 2 de la formation. La phase 2 consiste en un stage de formation de reconnaissance de 29 semaines. Ici, les candidats apprendront les compétences qu'ils utiliseront pour opérer en tant qu'élément de reconnaissance du Joint Special Operations Command. Les candidats poseront les bases d'un opérateur du Regimental Reconnaissance Company en apprenant des compétences telles que le saut en chute libre militaire, les communications avancées, la photographie numérique, l'informatique, la retouche photo, le savoir-faire sur le terrain et les planques, les méthodes d'infiltration et d'exfiltration, l'appui aérien rapproché, les techniques de conduite avancées, les démolitions, les techniques de médicales avancées et la traque tactique de personnes. En raison de leur formation rigoureuse et approfondie, de leur discrétion et de leur capacité à remplir le rôle essentiel de soutien dans les opérations de renseignement, on peut dire sans risque que la compagnie de reconnaissance régimentaire est un adversaire redoutable, mais aussi un allié inestimable. Bien que l'ensemble de leurs opérations ne soit pas encore totalement connu, et ne le sera probablement jamais, vous pouvez être sûr que partout où se trouve le 75e régiment de Rangers, la compagnie de reconnaissance régimentaire n'est jamais très loin derrière. Après avoir parlé de la compagnie de reconnaissance régimentaire, passons maintenant à l'unité de soutien au renseignement. Probablement l'unité de niveau 1 la plus secrète et la plus discrète du groupe, l'unité de soutien au renseignement est différente de toutes les autres unités de niveau 1 dont nous avons parlé aujourd'hui. Alors que les autres forces Manchukuo spéciales sont principalement dédiées au combat direct, l'Intelligence Support Activity se concentre davantage sur des actions secrètes et clandestines des soins nécessaires pour soutenir d'autres opérations militaires. En fait, son champ d'action est assez vaste.
Non seulement elle soutient le Joint Special Operations Command, mais elle soutient également le United States Special Operations Command et d'autres agences de renseignement. En somme, on dit que l'Intelligence Support Activity est la propre armée secrète de l'armée américaine. Officiellement connue sous le nom de premier groupe d'intégration des capacités aéroportées, l'Intelligence Support Activity mène des opérations de renseignement et d'espionnage à un niveau tactique. Pour résumer, on pourrait comparer un agent de l'Intelligence Support Activity à un officier de terrain de la CIA. Mais ne vous y trompez pas. La plupart des agents de l'Intelligence Support Activity sont des bérets verts hautement qualifiés, et même s'ils peuvent agir comme tireurs et opérateurs, la majorité du personnel est sélectionné pour ses compétences linguistiques exceptionnelles, ainsi que pour son intelligence brute et sa capacité à être placé en infiltration profonde. Naturellement, en tant qu'unité axée sur le renseignement, les résultats les plus courants des opérations de l'Intelligence Support Activity proviennent de la collecte de renseignements humains et de renseignements d'origine électromagnétique. Les collecteurs de renseignements humains de l'Intelligence Support Activity recueillent des informations auprès de sources humaines par la coercition et l'interrogatoire selon la cible. Leurs agents sont des maîtres du filtrage, de l'interrogatoire tactique, de l'interrogatoire et des opérations de liaison, ce qui leur permet de recueillir les meilleurs renseignements possibles. De plus, les agents de l'Intelligence Support Activity recueillent en sort des renseignements d'origine électromagnétique principalement en interceptant les communications ennemies ou en envoyant un agent poser physiquement un dispositif d'écoute sur une cible. Et comme vous pouvez vous y attendre, il existe également des équipes au sein de l'Intelligence Support Activity, capables de mener des missions d'action directe si le besoin s'en fait sentir. On pense que l'Intelligence Support Activity se compose de quelques escadrons, chacun ayant quelque chose d'unique à apporter. Il y a l'escadron des opérations, parfois appelé escadron du renseignement, humain ou escadron terrestre, qui fonctionne comme l'escadron de collecte de renseignements humains de l'Intelligence Support Activity. Ensuite, il y a l'escadron du renseignement d'origine électromagnétique, qui, comme vous l'aurez deviné, est responsable de la mission de renseignement d'origine électromagnétique de l'Intelligence Support Activity. Enfin, il y a l'escadron de soutien aux missions. La composition de l'escadron n'est pas exactement connue, mais il contient probablement un soutien logistique pour les deux escadrons opérationnels, comme l'acquisition d'équipements, l'obtention de financement pour les opérations ou la formation, ainsi que des fonctions de ressources humaines. Bien que la plupart des informations concernant l'activité de soutien au renseignement restent obscures, elle est devenue l'un des groupes d'opérations spéciales les plus intéressants et influents à la disposition du Joint Special Operations Command et de l'armée américaine. Bien qu'il n'y ait techniquement que 5 unités de niveau 1 au sein du Joint Special Operations Command, il ne serait pas juste de ne pas mentionner honorablement l'unité qui a soutenu chacune de ces unités de niveau 1 et qui a participé à plusieurs grandes missions d'opérations spéciales dans l'histoire de l'armée américaine. Cette unité serait la première unité d'aviation d'opérations spéciales au monde, le 160e régiment d'aviation d'opérations spéciales, également appelé les Night Stalkers. Spécialisés dans les missions de transport, d'attaque et de reconnaissance, les Night Stalkers sont hautement entraînés et prêts à accomplir les missions les plus difficiles dans tous les environnements, partout dans le monde, de jour comme de nuit, avec une précision de classe mondiale. Si vous vous demandez pourquoi cette unité est chargée de transporter les meilleurs soldats de l'armée américaine et que vous souhaitez en savoir plus sur eux, nous vous recommandons vivement d'aller regarder la vidéo que nous avons réalisée à leur sujet. Le lien se trouvera dans la description ci-dessous, ainsi que le reste de nos réseaux sociaux que nous vous encourageons vivement à aller consulter. Avec chaque unité de niveau 1 couverte, vous savez maintenant tout ce que le gouvernement américain vous autorise à savoir sur ces unités de mission spéciales de niveau 1, hautement mystérieuses et d'élite. Même si nous ne saurons peut-être jamais toute l'étendue de ce que font ces unités, nous pouvons dormir sur nos 2 oreilles en sachant qu'elles sont de notre côté et protègent les intérêts de notre nation. Eh bien voilà l'essentiel concernant les 5 unités de mission spéciales de niveau 1 de l'armée américaine. Si vous avez appris quelque chose grâce à cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que tu veux vraiment être ici? Un remerciement spécial à tous nos soutiens sur notre Patreon et notre abonnement YouTube. Si vous souhaitez apparaître dans nos vidéos, pensez à nous rejoindre et allez consulter les liens dans notre description ci-dessous. Votre contribution est grandement appréciée et nous aidera à créer encore plus de contenu de qualité. Tous vos amis s'abonnent à Général Décharge et vous n'avez même pas envie d'être ici.